Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu différents facteurs d'explication de l'instabilité des marchés financiers. Nous avons notamment dit que l'existence de comportements mimétiques sur les marchés financiers conduisait à l'apparition de bulles spéculatives où l'on voyait la valeur des titres financiers s'écarter de leur valeur réelle, de leur valeur fondamentale, finalement augmenter jusqu'à ce que l'écart soit trop grand et que l'on débouche sur une crise financière. Dans la mesure où ce phénomène de comportement mimétique, pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse fonctionner, il implique forcément une dimension collective, on voit bien comment, du coup, va éclater une crise financière qui va toucher de nombreux acteurs financiers. Néanmoins, on peut évoquer aussi d'autres mécanismes qui vont conduire à diffuser les risques sur les marchés financiers, même à des acteurs qui semblent en être protégés. Une question qui est clairement apparue lors de la crise des subprimes de 2007, où des acteurs qui pensaient ne pas avoir de lien avec les subprimes et donc être protégés, se sont rendus compte qu'ils étaient finalement touchés. Mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Dans la vidéo précédente, j'ai déjà expliqué que la recherche du profit et les situations d'aléa moral encourageaient les acteurs présents sur les marchés financiers à prendre des risques de façon excessive. On peut aussi noter le rôle du shadow banking, tous ces acteurs présents sur les marchés financiers mais qui ne sont pas soumis aux mêmes régulations que les banques dites classiques. On retrouve dans cette catégorie par exemple les fonds de pension ou les fonds d'investissement, les hedge funds américains. Puisque ces acteurs agissent sur les marchés financiers mais ne subissent pas les mêmes restrictions que les banques classiques, ils peuvent logiquement prendre beaucoup plus de risques. Et le problème, c'est que ces acteurs n'agissent pas de façon totalement indépendante, mais sont liés à d'autres acteurs, y compris à des banques classiques, et cela encourage donc la diffusion des risques et le risque d'une crise financière. Donc, sur la question de la diffusion des risques, j'ai dit dans la vidéo précédente, et je vais répéter au début de cette vidéo, qu'on pouvait évoquer la question des comportements mimétiques. Si tout le monde a les mêmes comportements sur le marché financier, la prise de risque par un acteur, par exemple par les acteurs du shadow banking, va se diffuser et va être reproduite par les autres acteurs présents sur les marchés financiers. Mais on peut aussi évoquer la question du risque systémique. Si on devait définir cette notion, on pourrait dire que le risque systémique est le risque d'une crise financière liée à l'interdépendance des acteurs financiers. Je répète, le risque systémique est le risque d'une crise financière liée à l'interdépendance des acteurs financiers. Il s'agit en gros d'un risque qui est lié au fonctionnement même du système financier et du fait que les différents acteurs sont interdépendants, ont des liens qui les lient aux autres et que du coup la prise de risque par un acteur va avoir des conséquences sur d'autres acteurs. Le phénomène de titrisation et la question des produits dérivés jouent un rôle important dans l'existence de ce risque systémique, comme on a pu le voir lors de la crise des subprimes de 2007-2008. Je vous réfère d'ailleurs à des vidéos sur ce sujet pour approfondir cette question, avec le lien qui doit apparaître par ici ou dans la barre de description. Le mécanisme de titrisation consiste en gros à créer des titres financiers, ou plus exactement à transformer en titres financiers des actifs que l'on possède. En gros, vous avez des actifs que vous ne pouvez pas revendre. Par exemple, les crédits accordés par une banque ou, premier exemple bien connu de titrisation, les albums que vous allez produire en tant que chanteur. Et vous avez besoin d'argent tout de suite. Vu que vous ne pouvez pas revendre les actifs que vous possédez, vous allez en fait les transformer en titres financiers. Vous allez en gros créer un titre financier qui va être lié aux actifs que vous possédez. Vous allez typiquement, si vous êtes une banque et vous avez des crédits que vous ne pouvez pas revendre parce que ce sont des crédits que vous avez accordés, vous allez créer un titre financier qui va être lié à ces crédits. Et en gros, les personnes qui vont acheter ce titre vont recevoir tous les intérêts et toutes les mensualités liées à ce crédit.
Et en échange, elles vont vous donner tout de suite une somme, le prix de ce titre financier. Vous allez avoir de l'argent tout de suite et finalement, la prise de risque est reportée sur ces autres acteurs puisque ce sont eux qui vont recevoir du coup les mensualités, mais qui aussi ne vont éventuellement rien recevoir si la personne à qui vous avez accordé ce crédit ne vous rembourse pas totalement. Je suis pas sûr d'être bien clair tout ça, donc à nouveau, je vous renvoie aux vidéos soit ici, soit là, qui reviennent sur cette question de façon peut-être plus détaillée, plus claire. Et à côté de cette question de la titrisation, on peut évoquer l'ensemble de la problématique des produits dérivés. En gros, ce sont des titres financiers qui sont liés à un autre actif ou à un autre titre financier. Donc soit, comme dans le cas de la titrisation, on crée un titre financier pour en fait pouvoir revendre et échanger sur les marchés financiers des actifs qui normalement ne sont pas échangeables. Mais ça peut être aussi tout ce qui est lié, toutes les assurances ou des marchés à terme qui sont conclus. Donc par exemple, comme je l'avais dit, si vous avez acheté une action et que vous avez peur que le prix de cette action, la valeur de cette action chute sur les marchés financiers, vous pouvez acheter éventuellement une assurance avec quelqu'un qui va s'engager à vous racheter l'action si sa valeur descend trop à un certain prix fixé à l'avance. Et donc en gros, cette question d'assurance, c'est un produit dérivé, puisque c'est une assurance, donc un produit lié à un autre titre financier, l'action que vous venez d'acheter. Donc on comprend bien comment finalement ces questions de titrisation et plus largement de produits dérivés contribuent à diffuser les risques. Typiquement dans la titrisation, normalement on a une banque qui accorde des crédits et donc qui assume le risque de crédit associé, mais qui en fait va s'en débarrasser en créant des titres et donc va revendre ce risque à d'autres personnes. Et dans la mesure où on peut ensuite refaire de la titrisation ou faire des produits dérivés liés à ces titres, donc, par exemple vous avez une banque qui va créer un titre financier lié à un crédit, puis ensuite l'institution, l'organisation qui a acheté ce titre financier va pouvoir créer un autre titre financier qui va être lié à ce titre, mais éventuellement à d'autres titres, etc. Ce qui fait que, on l'a vu finalement dans l'exemple de la crise des subprimes de 2007, il va y avoir plein de créations de titres financiers qui vont s'échanger dans tous les sens sur les marchés financiers. Et donc même si vous n'avez pas acheté un titre qui est lié directement au crédit subprimes, en fait vous avez peut-être acheté un titre qui est lié indirectement à ces crédits subprimes et du coup vous allez en payer le prix lorsque les subprimes vont éclater et qu'on va se rendre compte que ce ne sont pas des produits solvables. Cela peut alors conduire à des faillites bancaires en chaîne lorsque, typiquement, la chute d'un établissement va provoquer la chute d'autres établissements bancaires. Et donc, ce risque de faillite bancaire en chaîne est d'autant plus grand que le risque systémique est plus grand. Globalement, le risque systémique, il est lié donc à l'existence de connexions d'interdépendance entre les acteurs financiers, mais aussi au fait à la taille des acteurs financiers. Si vous avez une banque qui est très importante, finalement, même si elle pratique peu la titrisation, cette grande banque va forcément avoir plein de liens avec d'autres acteurs financiers, et donc si elle tombe, ça risque de faire effondrer tout le système financier. Un petit schéma peut-être pour expliquer et revenir encore une fois sur la question de la titrisation. On imagine une banque qui possède plusieurs crédits, qui a accordé plusieurs crédits, dont des crédits subprimes. Et cette banque, comme on l'a dit, a besoin d'argent tout de suite, mais puisque c'est une banque, elle ne peut pas revendre les crédits qu'elle a accordés. Donc elle va créer des titres financiers qui sont liés au crédit qu'elle a accordé. Et en fait, ces titres n'ont pas besoin de reposer uniquement sur un type de crédit, ou même sur un crédit encore moins. On peut faire des mélanges, et on peut par exemple ajouter des crédits subprimes. On va mélanger, on crée un titre financier qui repose à la fois sur le crédit A par exemple, qui lui est un crédit standard, un produit sûr, et le crédit B qui lui est un produit subprimes qui est plus risqué. Et elle va ensuite revendre ces titres financiers à la banque 2, qui en fait à son tour peut créer un titre financier qui va reposer sur les titres qu'elle possède et la revendre à la banque 3. Et là vous voyez bien, la banque 3 peut avoir l'impression de ne pas être liée au crédit subprime, mais en fait avec ce titre alpha qu'elle possède, elle a un mélange de titres 1 et 2 où on retrouve en fait une partie des crédits subprimes.
Et si vous multipliez ça encore plus, parce que là on a pris, pour rester simple, que 3 banques, mais on peut imaginer beaucoup plus d'acteurs financiers que ça, forcément vous vous rendez compte à quel point est-ce que on peut avoir des crédits risqués sans s'en rendre compte. Si la crise subprime vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, tant mieux parce que c'est au programme. Alors par contre, petite précision, vu que c'est au programme, ça ne peut pas être intégré dans le grand oral. Non. Mais si ça vous intéresse, je vous recommande l'excellent film The Big Short qui, en dehors de son très bon casting, comme vous pouvez le voir, Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt, c'est à la fois un film qui est pédagogique, avec beaucoup d'humour, que j'ai personnellement beaucoup apprécié regarder, et donc à nouveau, comme je l'ai dit, je vous le recommande. Petite précision s'il y a besoin, mais comme vous devez vous en douter, je ne suis absolument pas sponsorisé pour quoi que ce soit. Donc là c'est juste un conseil personnel, de même que je vous recommande les films de Christopher Nolan, même si ça n'a absolument aucun rapport avec la SES. Mais c'est cool. Pour revenir au cœur du sujet qui nous intéresse, et en fait conclure cette vidéo, on peut enfin parler des phénomènes de panique bancaire. En gros, une panique bancaire, c'est quand on commence à pressentir une crise financière, notamment une crise bancaire, commence à craindre que des banques fassent faillite. Et dans cette situation, cette perspective, vous allez avoir tous les clients et toutes les clientes des banques, ou en tout cas de nombreuses personnes, qui vont vouloir retirer l'argent en se disant, voilà, ma banque risque de faire faillite, je risque de perdre tout ce que j'y mis, donc je tiens à le retirer, à l'avoir sous forme de liquide, sur une forme qui me semble plus sûre. Le problème, c'est que les banques, évidemment, ne vont pas garder sous forme liquide, sous forme de monnaie fiduciaire, l'ensemble des dépôts. Elles vont en réalité l'utiliser pour accorder des crédits. Encore que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous rappelle, ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits, mais l'inverse. Et je vous renvoie sur cette question au chapitre de première sur la question de la création monétaire. Mais bon, pour revenir aux paniques bancaires. Vous avez donc les clients et les clientes des banques qui veulent retirer leur argent. Sauf que les banques n'ont pas tout cet argent disponible. Et en fait, c'est du coup cette peur de la part des clients et des clientes qui va conduire à ce qu'on appelle une crise de liquidité. Je pense que j'y reviendrai, mais en tout cas qui vont conduire à une crise sur cette banque en question et qui vont la mettre en faillite, puisqu'elle ne pourra pas accorder et rembourser tous les dépôts de tous ses clientes et clients. Ça veut évidemment pas dire que sur de long terme, la banque a pris des paris qui seraient trop risqués et ne serait pas capable de le rembourser. Sur le long terme, ce serait sûrement possible, sauf que quand tout le monde vient demander son argent en même temps, là, clairement, la banque n'a pas assez pour pouvoir faire face à toutes ces demandes. Donc c'est cette distinction entre, sur le long terme, elle serait sûrement capable de rembourser tous ses clients et toutes ses clientes, mais à court terme, quand tout le monde vient le demander en même temps, elle n'est pas capable, qui nous conduit à distinguer solvabilité et liquidité. Mais comme je l'ai dit, j'y reviendrai, vous inquiétez pas, mais en tout cas, voilà, même si la banque a une tenue correcte et donc elle pourrait sur le long terme rembourser ses clientes et ses clients, là à court terme elle ne peut pas le faire et cela débouche sur son effondrement et sa faillite. Voilà, j'espère que tout cela est clair, mais j'en suis pas certain. Comme toutes les questions liées à la finance, c'est assez compliqué et donc je vous conseille évidemment de poser des questions pour essayer d'obtenir des éclaircissements à votre professeur de SES. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.